Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de notre série sur l'intelligence artificielle, l'humain architecte de son propre destin. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant. Comment les IA apprennent? Oui, vous avez bien entendu. Certaines IA apprennent comme à l'école, d'autres comme des explorateurs qui tâtonnent et d'autres encore comme Gontran au marché, au pif en espérant que ça tombe juste. Encore vos histoires de robots et de maths, on en a vraiment besoin? Moi j'ai appris à faire cuire un steak sans algorithme, et je m'en sors très bien. Et pourtant, Gontran, ton steak a la texture d'une semelle de botte. L'intelligence, même artificielle, peut parfois aider, tu sais. Aujourd'hui, on va voir trois grandes façons pour une intelligence artificielle d'apprendre. L'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Chacun a ses particularités, ses avantages et ses petites bizarreries. Attends, pourquoi 3? Encore une invention pour compliquer les choses, je parie. 3 manières, Gontran, comme les 3 manières que tu as de râler. Avant de comprendre, pendant que tu comprends et après avoir oublié. Alors voilà, la vraie question du jour. Pourquoi certains robots semblent savoir exactement quoi faire, pendant que d'autres foncent tête baissée dans un mur? La réponse est dans leur manière d'apprendre. Je te rassure, il y a des humains aussi qui foncent dans les murs, et on les appelle pas intelligents pour autant. Justement, c'est bien pour ça qu'on essaye de les rendre un peu plus futés que certains humains. On commence tout de suite avec un petit tour d'horizon des 3 approches principales de l'apprentissage en intelligence artificielle. Et comme d'habitude, on va tester tout ça dans un petit programme et aujourd'hui, ce sera un robot dans un labyrinthe. On va commencer simple. Imaginez que l'intelligence artificielle est un élève. Il y a 3 manières de lui apprendre quelque chose. La première, c'est l'apprentissage supervisé. On lui donne des exemples avec les réponses comme si on lui filait les questions et le corrigeait. Ah ouais? Donc on lui mâche tout le travail. C'est pas vraiment de l'intelligence, c'est du copitage organisé. Un peu comme toi quand tu recopiais les devoirs de ton voisin sans lire l'énoncé. Exemple classique, la reconnaissance d'images. Tu montres à l'intelligence artificielle des milliers de photos de chats et tu lui dis « ça c'est un chat ». Petit à petit, elle comprend que c'est un chat. Et si je lui montre ma belle-mère, elle va dire que c'est un gremlin? Si c'est flou, poilu et que ça fait du bruit, la confusion est possible. Mais l'IA fait de son mieux. Ensuite, on a l'apprentissage non supervisé. Cette fois, pas de réponse. L'IA doit se débrouiller avec les données. Elle cherche des motifs, des groupes, toute seule. Super, donc tu la laisses deviner toute seule, et après on s'étonne qu'elle dise n'importe quoi. Comme toi quand tu fais une recette sans lire la fin. Résultat, les crêpes salées au sucre vanillé. Exemple typique, le clustering. Tu lui balances des données et elle essaie de créer des groupes cohérents, comme dans les camines dans l'épisode précédent. Pratique quand on ne sait pas ce qu'on cherche exactement, mais qu'on veut organiser un bazar. Donc l'IA trie les trucs, mais sans savoir ce que c'est? Un peu comme toi quand tu ranges les outils dans le garage sans comprendre à quoi ils servent. Et pour finir, il y a l'apprentissage par renforcement. Là, l'intelligence artificielle apprend en interagissant avec l'environnement et reçoit des récompenses ou des pénalités selon ce qu'elle fait. Tu veux dire, on l'adresse, comme un chien qui reçoit un biscuit quand il s'assoit? C'est une image, oui. Sauf qu'ici, le biscuit peut être des points, un score ou simplement une indication de progrès. Exemple courant, les intelligences artificielles qui apprennent à jouer à des jeux vidéo ou les robots explorateurs, elles essayent, elles échouent, elles retentent et au bout d'un moment, elles pigent. C'est long ou pas? Parce que moi j'ai vu des robots qui passèrent leur vie à se cogner dans les murs. Ils apprennent. Toi aussi, t'as mis 3 mois à comprendre que le bouton rouge de la télécommande, c'est pour l'allumer. Bref, maintenant qu'on a vu les 3 grandes familles d'apprentissage, on va passer à la pratique. On commence avec un perceptron et un robot dans un labyrinthe. Gontran botte. Gontran pourra aller, c'est dans le couloir. Tant que je dois pas lui tenir la main, ton robot... On a parlé de l'apprentissage supervisé. Maintenant, voyons ça en action. On va prendre un robot, le placer dans un labyrinthe et lui apprendre à choisir la bonne direction à chaque intersection. Tu veux dire qu'on va demander à une machine de faire ce que même moi j'ai du mal à faire dans un Ikea? Avec un peu de chance, le robot retrouvera la sortie avant toi, même s'il n'a pas de flèche bleue pour l'aider. Voici l'idée. Le robot ne voit que 3 choses autour de lui, à chaque étape. Ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a devant et ce qu'il y a à droite. Ces distances sont traduites en chiffres et on lui dit, dans cette situation-là, la bonne direction, c'était gauche, ou tout droit, ou à droite.
En gros, c'est comme si tu le guidais à chaque carrefour. Il triche un peu, non? Il apprend comme toi quand on te lit la recette à voix haute pendant que tu cuisines. Exemple, si à gauche, il y a un mur, devant, il y a une ouverture et à droite, c'est bloqué. Le bon choix, c'est d'aller tout droit. On montre ça au robot avec des chiffres et il apprend. Le cœur du système, c'est un perceptron, un modèle très simple mais efficace pour ce genre de décision. On lui fournit des entrées, les distances, et on lui donne une sortie, la direction. On l'entraîne avec quelques exemples et hop, il est prêt à prendre ses propres décisions dans le labyrinthe. Et s'il se cogne dans un mur? Alors on envoie Gontran pour le consoler, ou on améliore l'entraînement, ce qui est plus efficace. C'est une vraie illustration de l'apprentissage supervisé. On entraîne le modèle à partir des données labellisées. Et comme on l'a vu dans la théorie, ce type d'apprentissage fonctionne très bien, tant que les situations restent proches de ce qu'on lui a montré. Et maintenant, place au code. On va voir tout ça en direct. Comment on charge le labyrinthe, comment on entraîne le perceptron et comment le robot s'en sort dans sa quête vers la sortie. Allez, on se met au clavier. On va coder notre perceptron qui va aider notre petit robot à se frayer un chemin dans un labyrinthe. Et aujourd'hui, on va utiliser Pygame. J'en étais sûr. C'est comme les tartes aux pommes de ma tante. T'en as une à chaque fête. À la différence que Pygame ne te donne pas mal au ventre. Donc, on commence à importer nos bibliothèques, Pygame pour la visualisation, NumPy pour manipuler nos tableaux et scikit-learn pour le perceptron. Donc, pygame.init, cell size 100, grid size 10, window size est égal à cell size multiplié par grid size, screen est égal à pygame.display.setMode window size, donc 10 par 10, pygame.display.setCaption robot dans le labyrinthe. Donc, on a initialisé une grille de 10 par 10 avec chaque case mesurant 100 pixels. C'est un robot ou un éléphant que t'essayes de faire rentrer là-dedans? On appelle ça des pixels, Gontran, pas des briques. Ensuite, on fait le chargement de nos textures. Wall texture est égal à pygame.image.load wall.png. Robot texture pygame.image.load robot.png. Ground texture pygame.image.load ground.png. Ensuite, wall texture est égal à pygame.transformScale wall texture, cell size, robot texture, pygame.transformScale robot texture, cell size par cell size, ground texture, pygame.transform.scale, ground texture, cell size. On charge les images de murs, de sol et de robots. Ça rend la simulation plus sympa à l'œil. Et on a redimensionné chacune des textures pour qu'elles soient de la même taille que la cellule. Ça existe pas les robots moches? Ah ouais. C'est vrai qu'ils te ressemblent, je ne suis plus sûre maintenant. On fera avec le robot moche. Ensuite, on a la création de notre dataset. Donc, data est égal à nparray 361 524 135 473 253 632 384 215. Donc ici, c'est la distance de chaque mur. Et le label est égal à nparray 10211012, en prenant en compte que 0 est à gauche, 1 tout droit et 2 à droite. Voilà notre jeu de données. Chaque ligne, c'est une situation. Distance à gauche, devant et à droite. Et le label dit où aller. 0 pour gauche, 1 pour tout droit et 2 pour à droite. Maintenant, on va entraîner le perceptron. Donc, modèle est égal à perceptron, modèle.fit, on lui passe le data et les labels. En 2 lignes, on a un perceptron entraîné. Il peut maintenant faire des prédictions sur les directions à prendre. Ouais, moi j'ai mis 2 semaines à apprendre à faire un créneau. Et le perceptron n'a même pas besoin de râler. Il apprend plus vite et en silence. Donc, le labyrinthe et le robot. Labyrinthe est égal à nparray et on lui passe le labyrinthe, 0 pour les murs et 1 pour les chemins. Donc, robot position, on va le placer à 0, 1 pour dire ligne 0, colonne 1. 0, c'est la première ligne et 1, c'est la deuxième colonne. Timestamp matrix est égal à np0 1010, timestamp matrix 11
est égal à time.time. On code le labyrinthe avec des 0 pour les murs et des 1 pour les chemins. Le robot démarre en haut à gauche, juste à l'entrée. Ensuite, il y a la lecture des distances et affichage. On va se définir une fonction def getDistance avec la position. Le Y et le X est égal à la position. Left est égal à la somme du labyrinthe max 0 x moins i pour i dans le range de 1 à 4. Le front est égal à la somme du labyrinthe max 0 x moins i x pour 1 dans le range de 1 à 4. Et le right, c'est la même chose, donc somme du labyrinthe y minimum 9 de x plus i pour i étant dans le range de 1 à 4. Et on retourne les trois directions, donc left, front et right. Donc, en réalité, on obtient la distance de chaque direction avec une distance de 3 cases. Donc, 3 cases en avant, 3 cases sur la droite, 3 cases sur la gauche. Ensuite, on crée notre fonction def afficher labyrinthe, robot x, robot y, pour y dans un range de la taille du grid size, pour x dans un range du grid size aussi. Si dans le labyrinthe, à la position y et x, c'est égal à 1, donc c'est un chemin. Screen.blit, ground texture, x multiplié par cell size, y multiplié par cell size. Sinon, ça veut dire que c'est un mur, donc screen.blit, wall texture, x multiplié par cell size, y multiplié par cell size. Screen.blit, robot texture, robot x, robot y, pygame, display, flip. Donc, on a affiché le robot. Donc, ces fonctions permettent au robot de lire son environnement, puis de l'afficher à l'écran avec des mouvements fluides. Ensuite, on se crée une fonction isValidMove pour vérifier si la position est valide. Donc, retourne si 0 est plus petit ou égal à y est plus petit que grid et que 0 est plus petit ou égal à x et plus petit que la taille du grid size et que le labyrinthe y,x n'est pas un mur. Donc, si la position est à l'intérieur du labyrinthe, x n'est pas un mur. Donc, le move est valide. Ensuite, on va se créer une fonction qui s'appelle marquer une position comme visitée. Donc, mark visited. Def mark visited en lui donnant la position. Timestamp matrix pose 0, pose 1, position 0, position 1 est égal à time.time. Ça va nous permettre de savoir combien de temps ça fait qu'on est passé à cet endroit-là et mettre des seuils de tolérance. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, on va se créer la fonction move smoothly. Donc, avec un paramètre start, un paramètre end, les steps par défaut de 10. Donc, start x, start y est égal à start 1 multiplié par cell size, start 0 multiplié par cell size. End x, end y est égal à end 1 multiplié par cell size, end 0 multiplié par cell size. Donc, ça permet en fait de déplacer le personnage pixel par pixel pour donner une impression de continuité fluide. Ensuite, pour i dans le range de step, on calcule la position intermédiaire. Donc, inter px est égal à start x plus end x moins start x multiplié par i divisé par le nombre de steps. Inter py est égal à start y plus end y moins start y multiplié par i divisé par le nombre de steps. On va afficher le labyrinthe et le robot à la position intermédiaire. Donc, afficher labyrinthe, interpx, intery, pygame.time.delay. On va mettre un 20 millisecondes. Donc, toute cette fonction-là, c'est fait pour que le personnage se déplace pixel par pixel et non en faisant un bond. Donc, cette fonction-là, c'est juste pour que ça soit plus fluide et plus beau dans le déplacement. Donc, ensuite, on a notre boucle principale. Donc, running est égal à true et on va faire un while running, donc tant que c'est en fonction. Distance est égal à getDistance, la fonction qu'on a créée un peu plus haut. Donc, robot position. Prédiction est égal à model.predict et on lui donne la distance. Donc, de cette façon, on reçoit la prédiction du perceptron. Ensuite, les déplacements possibles, donc move, left, forward, right, et on met la prédiction dessus. Donc, ça nous donne
le déplacement en fonction du résultat de la prédiction. Donc, move, si c'est left, on va faire robot position 1 moins 1. Si c'est right, si le déplacement c'est right, on va dire robot position 0, robot position 1 plus 1. Si c'est forward, donc en avant, robot position 0 moins 1, robot position 1. Backward, robot position 0 plus 1, robot position 1. Donc, la nouvelle position est égale à move. Donc, on met dedans le résultat de la prédiction qui va nous retourner le bon calcul à faire pour la nouvelle position. Si le mouvement est valide, une fonction qu'on a créée un peu plus haut, et que le timestamp matrix à la position est égal à 0, il va rentrer et il va faire le déplacement du robot à la nouvelle position et il marque la position comme étant visitée. Sinon, soit c'est pas un move valide ou soit que le timestamp, c'est un endroit où c'est qu'on est déjà allé. Donc, il va créer une variable old position, old timestamp, for direction position in move item, if is valid move position, ts est égal à timestamp matrix pose 0 pose 1 si ts est égal à 0. Donc, si le timestamp est égal à 0, old position est égal à position, break. Sinon, si le TS est plus petit que le old timestamp, le old position est à position et le old timestamp est à timestamp. Donc, cette boucle-là, ce que ça fait, c'est qu'il détermine si il doit avancer en fonction de s'il a déjà visité cette case-là. Donc, s'il a déjà visité cette case-là, il va vérifier s'il y a d'autres alternatives avant d'emprunter un chemin qu'il a déjà emprunté, tout simplement. Donc, si la vieille position, move smoothly, robot position, old position. Robot position est égal à old position. Mark visited, robot position. Et pour finir, on fait un for event est égal à pygame.event.get. If event.type est égal à pygame.quit. Running est égal à false, pygame quit. On vérifie les événements pour savoir si une demande de quitter est fait. Si une demande de quitter est fait, donc il va mettre le running à false, ce qui va faire arrêter la boucle, et pygame quit pour dire qu'on ferme pygame, tout simplement. Donc, à chaque boucle, à chaque passage dans la boucle, le robot utilise les distances détectées, interroge le perceptron pour savoir quelle direction prendre et avance si possible. Et voilà un robot, quelques données d'exemple, un perceptron et le tour est joué. Il n'est pas encore prêt à battre AlphaGo, mais il se débrouille dans son petit monde. Mais ce n'est que le début. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on ne mâche pas le travail à notre IA et qu'elle doit apprendre par elle-même en testant, en se trompant et en s'améliorant. Ah, ça va lui faire du bien un peu de galère. Moi aussi, j'ai appris la vie en tombant dans des escaliers. Alors, on a vu comment un robot pouvait apprendre en suivant des exemples avec l'apprentissage supervisé. Mais maintenant, imaginez qu'on ne lui donne pas les réponses, qu'ils doivent explorer, essayer, se tromper, recommencer et apprendre de ses erreurs. Tu veux dire comme moi quand j'ai essayé d'installer Linux ? Sauf que le robot, lui, finit par réussir. Et il n'envoie pas 12 mails au support technique en criant à la conspiration. Ce qu'on va utiliser maintenant, c'est une technique d'apprentissage par renforcement. Et plus précisément, un algorithme qu'on appelle le Q-learning. Voici le principe. Le robot est lâché dans le labyrinthe. À chaque étape, il choisit une action. Aller à gauche, à droite, avancer, reculer. Et selon le résultat, il reçoit une récompense ou une punition. Attends, tu le punis ? C'est pas un peu cruel ? Ce n'est pas un fouet qu'on rend, juste un nombre. Il n'a pas d'ego, lui. Par exemple, s'il arrive sur la sortie, plus 10. S'il avance dans un couloir vide, plus 1. S'il fonce dans un mur, moins 5. S'il revient sur une case déjà visitée, moins 1. Le robot stocke dans une table de Q-valeurs la qualité de chaque action, de chaque situation. Et au fil du temps, il va privilégier les actions qui mènent à une récompense et éviter celles qui le pénalisent. Contrairement au perceptron, ici, on ne donne pas les réponses. Le robot le découvre par lui-même. C'est plus lent, mais aussi plus flexible.
surtout si le labyrinthe change. Donc en gros, il apprend en se prenant des murs. Comme toi, sauf qu'il en tire des leçons. On va voir ça dans une seconde. Dans la démo, on va coder un petit Q-Learning et regarder le robot évoluer. Au début, il va galérer, mais après quelques centaines d'essais, il va devenir un vrai pro du labyrinthe. Moi, je veux bien voir ça. Mais s'il sort du labyrinthe avant moi, je désinstalle mon grille-pain connecté. Il est déjà bloqué sur l'écran. Chauffage en cours, ton grille-pain. Ce serait pas une perte. C'est parti pour une vraie séance de torture mentale pour notre robot. Pas de réponse toute prête cette fois. Il va devoir apprendre tout seul à sortir du labyrinthe grâce au Q-Learning. J'espère qu'il va pas faire comme moi, tourner en rond pendant 20 minutes avant d'avouer qu'il est perdu. Toi, tu refuses même d'admettre que t'es perdu. Le robot, lui, s'améliore. Donc, comme tout à l'heure, on importe Pygame, on importe NumPy, on importe Random et on importe Time. On initialise Pygame, on se crée un cell size à 100, un grid size à 10, un window size cell size par cell size, screen est égal à pygame.display setMode, window size, pygame display setCaption, robot dans le labyrinthe, apprentissage par renforcement. On charge les textures comme tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus. Ensuite, mémoire de parcours, le best path, donc le bon chemin, le current path, le chemin actuel. On initialise le score et le meilleur temps. Score est égal à 0, best time est égal à 5000, font est égal à pygame.font 6 font known 40, start time est égal à time.time, last penalty time est égal à time. Je reviendrai tantôt pourquoi j'ai fait ça. Donc, on va se recréer le même labyrinthe que tout à l'heure. Donc, le voici. On va faire la définition de la sortie. Donc, exit position est égal à 9,8. Donc, le taux d'apprentissage, alpha 0,7. Facteur de récompense future, gamma 0,8. Exploration versus exploitation, donc epsilon 0,2. On crée notre QTable. Donc, QTable est égal à np.0 grid size 4. Donc, une grille de 10 par 10 avec 4 actions possibles. Ensuite, on se crée une position initiale du robot. Donc, robot position est égal à 0,1. Donc, les déplacements possibles, action à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et les déplacements, donc si on va à left, si on va à gauche, c'est 0, moins 1. Si on va à droite, c'est 0, plus 1. En avant, c'est moins 1, 0. Et si on va en arrière, c'est 1, 0. Comme moi devant un micro-ondes à boutons. Genre, il jette une pièce pour savoir s'il tourne à gauche. Sauf qu'il finit par comprendre où appuyer. Toi, tu fais ça même pour choisir ta chemise. Donc, on s'est créé une fonction pour afficher le labyrinthe avec robot X, robot Y. C'est comme tout à l'heure, la même boucle, donc je ne reviendrai pas dessus. Afficher le robot dans sa position flottante, donc ça c'est comme tout à l'heure aussi. Donc là, on va afficher le score, qu'on va définir la fonction tout de suite après, et on va faire un pygame.displayFlip pour faire l'affichage. Donc, def afficher score pour afficher le score. Donc, on lui donne le score en entier si le score n'est pas infini. Sinon, si c'est infini, on met not available. Texte est égal à font render score display score true 255 255 0 pour la couleur de la fonte. Screen.blit, texte, window size, moins 200, 200. Donc là, on vient d'afficher le score. On va se créer une fonction memorize path. Donc, global best time, score, end time est égal à time.time, current time est égal à end time moins start time. If current time plus petit que best time. Donc, ici, on va calculer le temps gagné par rapport au meilleur temps. Donc, time gain est égal à best time moins current time, score plus égal time gain. Best time est égal à current time, print, nouveau meilleur temps, time gain avec 2 float secondes. Sinon, ici, on va calculer la perte de temps, donc le temps perdu par rapport au meilleur temps. Donc, time loss est égal à current time moins best time, score moins égal time loss, print temps moins optimal, perte time loss avec 2 décimales secondes. Récompense fixe pour avoir atteint la sortie, donc score plus égal 100. Donc, on va mettre 100 ici. Score atteint, score actuel, int score si le score n'est pas infini, sinon on met ENA.
comme tout à l'heure. C'est comme le petit pousset, sauf que lui, il ne perd pas les cailloux en chemin. La fonction de isValidMove est identique, donc toc, choisir une action avec exploration, donc def choose action. Donc là, c'est ici qu'il va choisir son action en lui donnant la position actuelle. Donc if random uniform 0, 1 plus petit que epsilon, retourne random rand int 0, 3, exploration, retourne np argmax qtable position 0, position 1, exploitation. En fait, si on crée un random et si c'est plus petit que la valeur de epsilon, on va créer une valeur aléatoire pour forcer le robot à faire de l'exploration. Donc, ça veut dire que si le robot est mal entraîné, on va quand même rajouter un facteur de hasard pour briser les boucles sans fin où c'est que le robot est piégé dans ses mouvements. Ensuite, on va retourner np argmax qtable position 0, position 1 pour faire l'exploitation. Donc, ça veut dire c'est le robot qui décide où aller. Donc, à 80% du temps, c'est le robot qui choisit où aller. Sinon, dans 20% du temps, c'est le hasard qui choisit où aller. Donc, mise à jour de la qtable, donc update qtable, position, action, reward, nouvelle position. Donc, best future, q est égal à np.max qtable new position. Donc, il va calculer la valeur maximale puis il va la mettre dans son best future. Current q, qtable position 0, position 1 action. Donc, ça va lui donner par rapport à son action la position. Et new q, current q plus alpha multiplié par le reward plus le gamma plus le best future q moins le current q. Donc, qtable à la position x, la position y et l'action est égale à la new q. Donc, maintenant, on est rendu à notre boucle principale. Running est égal à true, while running, comme tout à l'heure. L'action est égale à choose action, robot position. Donc, il va choisir son action. Et le move est égal à action. Comme tout à l'heure, ça va lui donner la bonne valeur en fonction du choix de l'action. Donc, new position est égal à robot position 0 plus move 0 et robot position 1 plus move 1. Donc, on applique le mouvement sur la position actuelle pour avoir la nouvelle position. Donc, comme tout à l'heure, si c'est un valid move, on va vérifier si le robot revient sur ses pas. Donc, new position in current path, reward -2, une grosse pénalité si un retour sur le chemin déjà parcouru. Il perd des points pour revenir sur ses pas. C'est dur. Pas plus dur que ta mémoire à court terme. Sinon, reward 1, récompense pour un déplacement valide. Current path.happened, tuple, new position, score plus égal reward. Donc, on applique le reward. Vérifie si la position est atteinte. Donc, if new position est égal exit position, memorise path. Donc, ça veut dire qu'il a atteint la sortie. Donc, on mémorise le chemin. Le current path est égal à... Donc, on réinitialise le chemin. On fait revenir à l'entrée du labyrinthe. Et on redémarre le chronomètre. Sinon, s'il n'a pas atteint la sortie du labyrinthe, on fait simplement appliquer la nouvelle position à la position du robot. Donc, mettre à jour la qtable, update qtable, robot position, action, reward, new position. Donc, si ce n'est pas un valid move, maintenant, on va effectuer une pénalité de -5, score plus égal reward, et on va updater la qtable pour dire qu'il y a eu une pénalité et que c'était pas un bon move. Donc maintenant, on va vérifier si 5 secondes se sont écoulées depuis la dernière pénalité. Donc time.time est égal à last penalty time plus grand ou égal à 5. Score moins égal 50. Last penalty time est égal à time.time. Print pénalité de temps. Score actuel score. Donc afficher le labyrinthe. Robot position 1 multiplié par le cell size. Robot position 0 multiplié par le cell size. Pygame.time.delay 100. Donc on fait passer 100 millisecondes pour que les choses se fassent lentement parce que sinon ça irait trop vite. Et on va faire la gestion des événements. Donc, si une demande de quit a été demandée,
on va arrêter la boucle et on ferme le Pygame, comme tout à l'heure. Et visuellement, on voit le robot s'améliorer. Il tâtonne beaucoup au début, ça donne l'impression qu'il tourne en rond, mais ensuite, il trace sa route. Voilà, en partant de rien, notre robot apprend à sortir du labyrinthe tout seul, simplement en essayant, en échouant et en corrigeant. C'est ça l'essence de l'apprentissage par renforcement. Bon, c'est impressionnant, j'admets, mais il sait faire du café? Si on lui montre où est la machine, il apprendra plus vite que toi. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante. Combiner l'intelligence d'un apprentissage supervisé avec la flexibilité d'un apprentissage par renforcement. Autrement dit, on donne au robot un bon départ, puis on le laisse devenir meilleur tout seul en apprenant de ses erreurs. C'est comme filer une carte à un touriste et le laisser se débrouiller. Oui, sauf que lui, il ne finit pas dans une ruelle en se demandant pourquoi la fontaine n'est pas sur Google Maps. Donc voici ce qu'on a mis en place dans le code. D'abord, on entraîne un perceptron sur quelques exemples simples. Dans telle situation, on va à gauche ou tout droit, etc., comme tout à l'heure. Puis, on laisse le robot naviguer seul dans le labyrinthe. Chaque fois qu'il atteint la sortie, on mémorise son trajet et on rajoute les exemples dans l'entraînement et on réentraîne le modèle. Résultat, il s'améliore en continu. Donc tu combines un bon prof et des coups de pied dans les murs pour apprendre. Très éducatif. Une méthode que tu devrais essayer. Elle semble efficace. Donc, on a importé la bibliothèque Pygame, NumPy, Random, Time, Sklearn, Linear Model, Perceptron. On a initialisé le Pygame, on a défini les tailles de la fenêtre comme tout à l'heure, on a chargé les textures comme tout à l'heure, on a mis les mémoires de parcours comme tout à l'heure, on a initialisé le score et le meilleur temps et on s'est construit notre labyrinthe. On a créé la définition de la sortie, on a entraîné le modèle supervisé, donc notre modèle Perceptron, et on se crée un paramètre d'apprentissage par renforcement à un epsilon à 0.1, la position initiale du robot et les déplacements possibles comme tout à l'heure pendant le Q-Learning. Ensuite, on a notre fonction afficher labyrinthe, on a notre fonction afficher score, notre fonction get distance, notre fonction choose action, notre fonction update model pour réentraîner le modèle et le memorize path pour mémoriser le path. Donc, on initialise notre boucle principale et while running. Donc, on choisit l'action, on fait le déplacement, on affecte la nouvelle position et on applique les pénalités en fonction de ce qui se passe. Et on exécute. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est l'essence même d'un système intelligent. Il commence avec un savoir de base, puis il s'enrichit par l'expérience. C'est simple, puissant et totalement organique. Ouais, j'espère qu'il va pas prendre la grosse tête, ton robot. Il a déjà plus de rigueur que toi, Gontran. Il n'oublie pas ses propres erreurs. Donc, on vient de voir comment le meilleur des deux mondes donne naissance à un robot qui apprend et apprend encore. Maintenant, vous vous souvenez que notre robot hésitait, revenait sur ses pas ou fonçait dans les murs. Eh bien, regardez maintenant. Ce que vous voyez là, c'est un réseau de neurones liquides, ou LNN. Un modèle qui s'adapte en temps réel, apprend pendant qu'il agit et qui, dès les premiers instants, donne des résultats impressionnants. Attends une minute, tu veux dire qu'il apprend pendant qu'il bouge et il ne se perd pas? Exactement. Contrairement au perceptron classique ou même au Q-Learning, le LNN s'ajuste à chaque pas. Il traite les informations comme un cerveau vivant, en flux continu. Il peut même s'améliorer en changeant de labyrinthe à la volée. Pas besoin de tout réentraîner depuis zéro. Et surtout, il le fait avec beaucoup moins de ressources que des réseaux classiques. Donc t'es en train de me dire que ce bidule comprend le monde mieux que moi? Il se contente de ne pas foncer dans les murs. C'est déjà une victoire. Et on ne s'arrêtera pas là. Dans la suite de cet épisode, on vous montrera comment comprendre les décisions d'un réseau. Pourquoi il agit. Ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Ce qu'on appelle l'explicabilité. Parce que comprendre une intelligence artificielle, ce n'est pas seulement la rendre performante. C'est aussi la rendre fiable, compréhensible, humaine. L'explicabilité des réseaux de neurones. Ah, voilà un mot qui sonne comme « on n'a rien compris », mais on fait semblant de pouvoir l'expliquer. Justement, Gontran, l'explicabilité désigne la capacité à comprendre pourquoi un réseau de neurones prend une décision. Ce n'est pas faire semblant, c'est ouvrir la boîte noire. Ouais,
J'espère que vous n'allez pas encore me sortir des intégrales et des gradients dans tous les sens. Je suis pas une calculette quantique, moi. Le modèle qu'on utilise ici, un LNN avec mémoire locale, a l'air ultra sophistiqué, c'est vrai, mais ce sera le point d'arrivée, pas le point de départ. Dans les prochains épisodes, on va repartir de zéro. Un perceptron, une neurone, une couche, une sortie, et on montera ensemble jusqu'à ces architectures avancées comme celles qu'on utilise ici. Nous verrons les réseaux de neurones denses, puis les réseaux convolutifs, les réseaux récurrents et même les réseaux liquides, chacun avec ses capacités et ses mystères. Tant qu'on n'arrive pas au réseau invisible, moi ça me va. Aujourd'hui, on attaque un sujet fascinant, mais aussi un peu intimidant, l'explicabilité des réseaux de neurones. L'intelligence artificielle a trouvé la sortie du labyrinthe, donc le LNN est très performant. Mais je vous entends d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce monstre de neurones qu'on voit à l'écran? Alors, pas de panique, on rentre dans la phase explicable. Aujourd'hui, on jette un œil à la structure interne du cerveau de notre petit robot. Et dans les prochains épisodes, on va revenir à des réseaux plus simples, tout bien expliqué étape par étape. Ce que vous voyez ici, c'est un réseau de neurones liquides, ou LNN, avec une mémoire adaptative pour chaque position. Chaque ligne noire, c'est un lien d'influence, un poids synaptique qui relie un neurone à un autre. On dirait un plat de spaghettis mal rangé, ton cerveau d'IA. Et pourtant, c'est grâce à ces milliers de connexions que le robot prend ses décisions. Avancer, reculer, aller à gauche ou à droite. Tout part des données d'entrée à gauche et se propage jusqu'aux décisions à droite. Donc ici, on a zoomé sur la mémoire locale. Chaque neurone bleu représente une mémoire spécifique à une position du labyrinthe. T'es en train de me dire que le robot se souvient différemment pour chaque endroit où il est passé? Exactement. Il apprend que certaines zones mènent à des impasses, d'autres vers des sorties, et plus une position est utile, plus il garde en mémoire ce qu'il a vu à cet endroit-là. Et si c'était une galère, il l'oublie vite. Alors là, regardez bien, on a isolé la première cellule mémoire, M0. Elle reçoit des connexions depuis tous les neurones d'entrée. C'est un filtre intelligent qui apprend à repérer les patterns de contexte spatial à sa position. Et le robot utilise cette mémoire comme une boussole intérieure. Chaque cellule de mémoire influence ce qu'il va faire la prochaine fois qu'il passe au même endroit. Donc, chaque neurone mémoire devient un genre de petit scout qui lui chuchote. La dernière fois, t'as pris cette direction et t'as eu mal au nez. Peut-être essaye autre chose. Parfaitement dit Gontran. Sauf que ces scouts sont pas bavards. Ils codent ça en activation neuronale. Dans le prochain épisode, on va explorer comment fonctionne un réseau de neurones, brique par brique, et comment on peut rendre l'intelligence artificielle plus explicable, plus claire et plus humaine. Ou au moins mystérieuse que cette salade de câbles. Tout à fait. On va plonger dans le cerveau d'un réseau et démystifier chaque neurone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option toutes pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Laisse-moi te dire merci. Supervisé, non supervisé. Domi cherche à tout calculer sans se lasser. Gontran, lui, toujours sceptique, fait des blagues sur l'IA qui réfléchit. Moi je supervise tout ça de loin en me disant, au fond, c'est pas si loin. Superviser ou pas, l'IA hésite, cherche sa route sans aucun guide. Les données parlent, les robots se plantent, mais Kaya chante et Domi tente. On étiquette des pommes et des bananes, où on laisse les clusters s'organiser peinard. Les perceptrons jouent aux devinettes et Domi explique tous les algos de la planète. C'est supervisé quand on sait quoi chercher, non supervisé quand on laisse grouper. Domi rêve d'une IA bien ordonnée, mais Gontran rigole. Haha, c'est un vrai panier percé. Supervisé ou pas, l'IA hésite, cherche sa route.
jour peut-être, Domi trouvera l'algo parfait qui ne se trompe pas. Mais entre un camine qui regroupe sans raison et un perceptron qui fait des tours en rond, supervisé ou pas, l'IA hésite, cherche sa route sans aucun guide. Les données parlent, les robots se plantent, mais Gaïa chante et Domi tente. Alors à la prochaine, pour de nouvelles idées, supervisées ou libres, on va bien rigoler. Allez Domi, ne supervise pas trop, laisse un peu l'IA faire ses propres choix.